C'est la preview peut-être la plus attendue du CCS depuis qu'on fait, des podcasts MMA. Bonjour à toutes et à tous et oui, ça y est, on s'est réunis pour parler, du combat à venir entre Francis Ngannou et Cyril Gane. Ce combat quasi franco-français en fait qui nous attend en main event de l'UFC 270 à Arnhem. Ce sera dans le, week-end et puis dans la nuit de samedi à dimanche, du 22 au 23 janvier, prochain. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés puisque là, ça va souffler là, il va y avoir du débat, il va y avoir de l'interaction, ça va y aller à flot. En tout cas, voilà, on a bien réfléchi. Moi, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis sur ce combat, sur mes arguments, sur les questions à poser. Bref, c'est vraiment très prenant et on n'a qu'une seule hâte évidemment, c'est que la cage se ferme et que les 2 combattants soient dans l'octogone. Pour parler de cette preview, je me suis entouré par, l'élite comme d'habitude. Je vais commencer par, la caution, pratiquant, le connaisseur de l'octogone et du sol notamment, c'est Kim. Salut Kim. Salut Clément, comment vas-tu? Bah, ça va, écoute, je suis ravi de pouvoir t'avoir avec nous pour qu'on fasse cette preview que j'attends tellement depuis, plusieurs semaines. Donc voilà, ça va être que du kiff Ah, de même. et puis voilà. Et puis le deuxième membre de la rédac qui est avec nous aujourd'hui, c'est évidemment celui qui ne me lâche jamais, c'est celui qui ne me lâche jamais. C'est Lionel, ça va? Comment tu vas? Bah, écoute, ça va, mais tu dis que ça fait plusieurs semaines que tu réfléchis à ce combat. Moi, je ne réfléchis jamais à rien, donc du coup, ça fait la balance. D'accord, oui, c'est vrai. Mais toi, c'est ta lecture émotionnelle, c'est ta boussole qui t'amène vers la vérité. Tu t'en sors quand même. La vérité, je sais pas si je m'en sors, mais bon, ça, c'est une autre histoire. La vérité, c'est une chose, mais les pronostics, c'en est une autre, quoi, on va dire. Ça, on est à Tenter de dire l'UFC, ça. donc Oui, qui c'est sait vrai. ce que ça veut dire? On sait vraiment jamais. Ah bah tiens, d'ailleurs, la première question que je voulais vous poser, les gars, par rapport à cette preview, c'est, tout simplement à quel point ça a été difficile pour vous de mettre tous les arguments en ordre pour penser ce podcast et cette vidéo qui commence tout juste? Bah, moi, à l'heure actuelle, il y a toujours des éléments qui se rajoutent, en fait. Ouais. Donc, après, depuis le début, j'ai à peu près le même avis, bon, qui s'est temporisé un petit peu, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours de nouveaux éléments qui n'arrêtent pas de se rajouter. Et toi, Lionel? Moi, c'est à peu près la même chose. C'est un peu, en montagne russe, mais peu ou prou, j'en reviens, à ma décision instinctive, quand j'avais D'accord. appris. Bah, ça va être intéressant. Quelque chose je me dis que vous allez pas forcément avoir le même prono, mais j'ai hâte de voir ça un petit peu. Bah, rentrons dans le vif du sujet si vous le voulez bien. On met directement les pieds dans le plat et on met, le protège-dents et on va dans l'octogone. L'enjeu de ce combat forcément il est énorme. Est-ce que on n'est pas aussi un peu bercé par notre prisme, franco-français à nous aussi? Si on voit la chose d'une manière, américaine, est-ce que l'enjeu du combat est aussi important et aussi fort que, celui que l'on a en France, selon vous? Vas-y Kim. Non, enfin, je pense qu'aux États-Unis, c'est surtout le show. Ils là-bas, en ce moment, c'est le pay-per-view qu'ils doivent se vendre clairement. Donc d'ailleurs, on peut voir Fernand, quand il fait des interviews aux États-Unis, il a pas la même approche que quand il fait les interviews en France. Où en France, il est beaucoup plus posé, il doit un petit peu polir l'image du MMA français. Alors que non, là, aux États-Unis, c'est plutôt voilà, enfin, il essaye de trouver un peu le trash talking, il essaye de piquer Francis au maximum. Enfin, l'enjeu aux États-Unis, c'est plutôt vendre des pay-per-view et en France, je dirais, c'est plutôt de mettre Cyril en avant parce qu'on va pas se mentir, c'est la Cyril qui représente la France Ouais, bien sûr. et donc voilà, je pense que 2 enjeux différents dans 2 pays différents. Qu'est-ce que tu en penses toi Lionel? Est-ce que tu penses que notre, jugement n'est pas un peu biaisé par le fait que justement, on se dise par exemple que c'est le plus grand combat des poids lourds qui ait jamais existé, dans la planète MMA? Est-ce que selon toi c'est le cas? Ou est-ce que voilà, c'est notre subjectivité française qui peut faire ça et ce qu'on peut d'ailleurs aisément comprendre, hein? On est très fiers d'avoir, 2 représentants pareils, au sommet. Bah, oui, bah, complètement. Bah, vous vous rappelez quand Ngannou avait disputé son premier title shot contre Miocic, on parlait que de lui, on parlait que de ça, on en perdait toute objectivité pour le coup et là donc, bah, c'est multiplié par 2 et comme tu viens de le dire, bah, c'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal. Mais pour le coup, c'est en même temps doublé d'une légitimité sportive parce que plus grand combat de heavyweight, je sais pas, on est un peu dans la culture de l'instant et dans l'émotion, mais l'un des plus grands, sans aucun doute. Ouais, de par la storyline, de par l'historique et puis, bah, de par, le profil des 2 combattants tout simplement, qui sont juste actuellement les 2 meilleurs poids lourds, actuels à l'UFC. Avec un peu de marge même, si on peut dire. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a une certaine marge pour ces 2 combattants-là. Au niveau de la hype, je voulais revenir là-dessus puisque Chael Sonnen avait dit que, c'était Fernand Lopez qui faisait le combat entre guillemets puisque malgré tout on n'a pas affaire aux 2 meilleurs trash talkers, de la planète MMA, c'est peu dire et que, voilà, il trouvait ça dommage. Chael Sonnen, bon on connaît, hein, Chael Sonnen, mais voilà, il disait et j'aimais bien son propos, pour une fois, on peut dire, parce que voilà, il mettait en avant le fait que, c'était malgré tout très mal vendu et qu'il fallait en fait, plus ça allait et plus il fallait devenir un die-hard fan pour avoir envie de suivre ce combat. Vous êtes en phase avec ça? Personnellement, bien sûr que non, je ne pense pas à ça, mais encore une fois d'un prisme, américain. Bah, déjà, quand on connaît Chael Sonnen, on sait que de nature, enfin, même Ah oui, étant il a fait combattant, sa carrière sur ça, de toute façon. ça a toujours été un trash talker, ça a toujours été quelqu'un. D'ailleurs, il a fait sa réputation sur la provocation, enfin, il l'a fait très bien d'ailleurs. Il l'a d'ailleurs Ouais. très bien fait. Si on se rappelle l'époque où il a commencé à se faire connaître, c'était à l'époque de sa rivalité avec Anderson Silva. On se Mmh. rappelle à ce moment-là qu'il a eu une approche assez particulière entre vous et moi. Même ce qu'il avait dit à Tito Ortiz au Bellator, quand il avait parlé de sa femme et tout, putain, moi j'étais oh là là, j'avais baissé la tête, j'avais honte. Et ouais, bon, après, c'est vrai que Tito Ortiz Oui, lui a bien rendu l'appareil pendant le combat. comme il faut. Mais comment on appelle ça? Oui, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'approche de Fernand, enfin, moi, je l'aime pas particulièrement pour plusieurs raisons sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure. Mais on peut dire ce qu'on veut, c'est lui pour le moment qui vend le combat. C'est Parce lui que qui là, fait le combat, ouais. au niveau du potentiel, c'est vrai que sur l'histoire des poids lourds, en tout cas, il y a la possibilité de vendre le plus de pay-per-view de l'histoire d'un combat poids lourd. Je crois que le nombre de pay-per-view maximum pour un combat poids lourd, ça a jamais dépassé les 500-600 000, je crois, peut-être Bon, 600 000 pay-per-view. peut-être, ouais, ouais, ouais. Peut-être Le ouais, je sais pas, peut-être le 1er Miocic, Cormier peut-être? Ah non, je pense que c'est un combat de Brock Lesnar, peut-être un Brock Ah peut-être, Lesnar ouais. a dû vendre Contre Frank pas Mir loin. peut-être, ouais. Ouais, je pense que là, avec ce combat, on peut avoir un combat qui se rapprocherait d'un score de Brock Lesnar. Mais là, on va se dire la vérité, enfin, vu l'approche de Francis et encore plus celle de Cyril dans l'approche de promotionner le combat, pour l'instant, même malgré le storyline, ça ne vendrait rien du tout si jamais Fernand Lopez n'intervenait pas. Et donc ça justifie aussi qu'il le fasse, forcément, Oui, bon, d'une après, certaine c'est manière. vrai que des fois, il frôle un peu certaines limites, mais par contre, c'est sûr que ça justifie, enfin, c'est lui qui fait le meilleur travail de promotion jusqu'à présent, sans aucun doute. Ça, c'est une certitude. Parlons octogone maintenant peut-être? Si vous le voulez bien les amis. Bah, Avec ouais, vas-y juste, Lionel, je t'en prie. non, si tu permets, sur ce point-là, moi, je trouve ça quand même super décevant de la part, et des combattants d'un côté, même si eux ne peuvent pas forcer leur nature, mais de la part de l'UFC aussi. Ils Ouais. ont quand même une storyline absolument incroyable quand tu connais, tout ce qui s'est passé entre les 2 combattants et leur coach commun et ils n'en font rien. Je comprends pas. Quand, Gane a pris la ceinture intérimaire, on s'est dit: «Bah, voilà, tout était inscrit». Ils avaient 6 mois devant eux pour faire l'histoire et j'ai l'impression qu'ils en ont pas profité. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas si c'est à cause des rapports tendus entre Ngannou et l'organisation, mais je sais pas. On dirait que et pour, rejoindre ce qu'on a dit dans le podcast, pour annoncer Covington Masvidal, ils en ont plus fait en 3 jours avec Covington Masvidal, j'ai l'impression, qu'en 6 mois avec Gane Ngannou. Je sais pas, c'est curieux. Franchement, il y aurait pas moi l'impression que j'ai, c'est qu'il y aurait pas les quelques éléments vidéo du MMA Factory, il serait complètement à poil en fait.
Mais même avec ça, ils en ont pas plus profité que ça. C'est très Ouais. curieux. Normalement, Dana White, il lui en faut pas autant pour déclencher un scandale, du drama à foison. Je sais pas, on a l'impression que ça les intéresse pas plus que ça. C'est curieux. Ce qui est une sacrée erreur d'ailleurs quand même. Vas-y Kim. Après, j'ai l'impression qu'ils ils ils laissent les combattants faire et j'ai l'impression qu'ils ont trop compté l'UFC sur le fait que les combattants allaient commencer à se trash talker, qu'ils allaient sortir un peu plus de piment même au niveau d'anciennes vidéos et tout et que même du côté de l'UFC, j'ai l'impression que il y a pas encore enfin, je dirais pas qu'il y a un bid, mais qu'on n'est pas loin ils sont pas loin d'être même déçus de l'issue de la promo du combat. Ouais. Moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le moment où, Francis Ngannou fait une interview, aux US, je sais plus pour quel média et qui dit justement et bah, c'est lui qui sort justement cet élément en disant: «Oui, mais les éléments qu'on a vus, on voit bien qu'ils défendent, qui montrent une séquence où Cyril me domine, mais il y a une séquence où, c'était mon petit frère» ou je sais plus trop quoi, je sais plus quelle est la phrase précise et en fait, moi, je me suis dit: «OK, là, il essaye de déverrouiller un peu de trash talk. Il dit: "Voilà, c'était mon petit frère, je l'ai emmené au bac à sable, on a fait des jeux, mais bon, voilà, je le mettais au sol et puis je le terminais"» et là, en fait, ce qui m'a terminé par rapport à la promo, c'est vraiment Cyril quand il s'est fait interviewer par RMC Sport qui dit: «Bah, ouais, c'est vrai». Ah d'accord, bon. D'accord. Donc du coup, ça n'existera pas. Il y aura pas même au final, même si moi j'ai pas du tout besoin d honnêtement, j'ai pas du tout besoin de trash talk, j'ai pas besoin du tout, qu'il y ait des personnalités qui interviennent pour vendre le combat, parce que le combat, se vend à lui tout seul, quand on aime le MMA, tu vois, en soi. Mais au final, je me suis dit: «Putain, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un peu de sauce à monter pour le combat, là avec cet argument-là, il est terminé. Il y a plus de hype» parce que justement, en fait, les arguments sur lesquels Ngannou pique, Cyril, en fait, dit: «Bah, ouais, c'est vrai. Alors, OK, il me provoque, mais c'est vrai». Tu dis: «Bon, Ouais, c'est ce vrai qu'il y que a, c'est pour les que Américains, ça a dû être dur ce moment-là». Cyril, je crois que le trash talking, c'est pas du tout pour lui. Enfin, aborder une Et promo c'est très bien, en c'est pas grave, tu vois? C'est pas du tout grave, moi je trouve en tout cas. c'est ça. Non, moi non plus, mais c'est que l'UFC, essaye trop d'aborder les promos sur la base de trash talking ou de Bah conflits. oui, Vous aviez dit enfin, si vous vous souvenez, d'une vidéo justement qui avait été mis, vers les périodes de Noël, c'était 2 rounds de sparring entre Cyril et Francis ouais, et cette vidéo a été supprimée par la MMA Factory 3 jours après sa publication. Alors qu'on voyait très bien que sur ce sparring, bon, j'ai pas de parti pris, hein, enfin, à titre de personnalité, je préfère Cyril que Francis. Mais mmh Francis mettait une masterclass sur chacun des rounds à Cyril et c'était leur dernier sparring en date. Que ce soit debout, en lutte, enfin, ou les légères phases au sol, mais c'était plutôt des phases de lutte, on va dire. La domination, elle était clairement totale de la part de Francis. Et là, quand on essaye d'aller sur les liens montrant ces sparring complets, la vidéo n'existe plus. Donc là, pour le coup, je donne raison à Francis sur la manipulation de la part de la MMA Factory. Alors, en l'occurrence, si je peux me permettre de mettre, un petit peu de balance, il faut se rappeler que Cyril, oui, a commencé le MMA en 2018 et que les derniers éléments vidéo datent de début 2019. Donc on est sur quelqu'un qui découvrait aussi, donc voilà, c'est vrai que forcément et c'est ce que j'ai envie de dire c'est ce que j'ai envie de résumer par rapport aux éléments vidéo. Il faut aussi mettre ça en contexte et je trouve que c'est important de le rappeler. Je sais que Lionel qui adore les points contextuels aussi, je pense que je lui enlève les mots de la bouche donc les éléments vidéo sont une chose, Ah oui, oui, justement, mais il y a une c'est réalité aussi. justement là, je reprenais juste les propos de Francis qui étaient Bien sûr. justes en disant qu'il y a clairement une manipulation de la part de la MMA Factory. Que oui, enfin là, en l'occurrence, la vidéo datait de mai 2019. C'était le tout dernier passage de Francis au MMA Factory. Et, et pourtant, je pense que la MMA Factory n'avait pas vraiment besoin de ça pour promotionner Cyril. Ils avaient juste, je pense, affaire à comparer les combats respectifs de Cyril et Francis contre Derek Lewis, et même insister dessus pour C'est mettre clair. Cyril en avant. Alors que là, faire supprimer un sparring où, oui, enfin, on voyait clairement Cyril totalement dépassé, ça les a, je pense, desservis, même si je pense que peu de personnes, se sont rendues compte de ce qu'ils ont fait. Je pense qu'au final, ça dessert clairement et la promo et la MMA Factory d'avoir fait ça.
Ouais, je sais pas. Moi, je les comprends dans le sens où ils défendent leur bout de gras aussi et que ils veulent mettre en avant un combattant par rapport à l'autre. Voilà, moi, je suis pas trop gêné par ça. C'est du jeu de c'est un jeu d'échecs de toute façon, la promo des combats. Donc, je vois pas quel est l'intérêt de la part du MMA Factory de garder cet élément aussi, tu vois? Alors c'est pas le débat et on va très vite venir à l'octogone, mais voilà, moi, je suis pas du tout gêné par ce choix, ce parti pris, tu vois? Et c'est pas du tout pour faire de la lèche au MMA Factory, c'est je le pense vraiment. Et en fait, enfin, je sais pas si bon, c'était un sparring en fait où il y avait en fait une quinzaine de sparring dans le même espace. Je sais pas Oui, c'était si très compliqué, moi je m'en souviens, ouais, on bien voit sûr. on voit d'ailleurs, enfin, je sais pas si toi Clément, tu l'as vu, ce sparring? Si, si, j'ai vu pas mal de trucs, j'ai vu pas mal d'éléments vidéo différents, ouais, Ouais, c'est en fait, Cyril est quelqu'un qui a besoin d'espace, aussi pour développer son jeu. bien Là, en sûr. l'occurrence, il y avait pas d'espace. L'espace était compliqué étant donné qu'il y avait beaucoup de sparring autour. Lionel, toi, tu as un mot là-dessus à donner avant qu'on parle de terrain, on va dire? Non, parce que de toute façon, j'ai toujours trouvé, que ce soit en boxe ou partout, que les images de sparring, d'entraînement, ça voulait rien dire. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux, tu en prends 15 secondes, il y a des avis différents, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça veut rien dire, c'est significatif en rien. Et moi, j'ai toujours été partisan de ce qui se passe dans un vestiaire ou une salle d'entraînement doit y rester. Voilà, c'est un Eh regard ben, personnel. je suis complètement d'accord. Surtout qu'au-delà de ça, il peut y avoir éventuellement dans ce sparring-là, je sais pas, un Cyril qui sort d'un training, enfin qui est dans la fin du training camp, qui est fatigué physiquement, et à l'inverse, un Cyril qui est en pleine bourre et qui est justement à la deuxième ou troisième semaine du training camp. Enfin bref, il y a des éléments qu'on connaît pas et qui font que l'interprétation est aussi assez difficile. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, moi non plus, moi aussi, je suis assez d'accord avec ça. Disons que on a surtout envie de les voir dans l'octogone, à Arnhem. Après, moi, enfin, en tant que combattant aussi, je suis partisan que ce qui reste dans la salle doit rester dans la salle. Enfin, il y a une exception parce qu'il y a 2 choses. Déjà, en ce moment, Fernand et Francis ne s'apprécient pas. Ça, c'est une première chose, tout Oui, le ça, monde je le crois que sait ouais. et ça, ça va juste enfin, se ressortir des sparring justement, va servir à promotionner le combat et va servir aux 2 combattants à avoir plus de pay-per-view, quoi qu'il arrive. Donc je trouve que c'est le moment de faire une exception pour ce type de contexte, en fait. Ouais, mais moi je suis pas d'accord. Enfin, juste, moi je trouve qu'en tant que spectateur, ça me rappelle lors des combats entre Garbrandt et Dillashaw, et ils ressortaient des vieux sparring en faisant mousser ça, en prenant 10 secondes. Moi, je trouve pas ça utile. Je trouve pas ça utile. Je trouve que ça fait tomber, ça ramène la discussion au niveau du caniveau, quoi, vraiment. Quand on sait tout ce qu'il y a derrière, c'est pas forcément utile, je trouve. OK messieurs, bon, parlons maintenant octogone puisqu'on a quand même un duel dans la cage qui nous attend, dans la nuit de samedi à dimanche, prochain. C'est donc ce duel entre Francis Ngannou et Cyril Gane, un duel de style, un duel de personnalité aussi, enfin bref, un duel assez global. Tout simplement, je vais commencer par une peut-être une grande question. Gérer la distance, est-ce que c'est pas la clé du combat pour les 2 d'ailleurs? Est-ce que c'est Ouais, pas la bah, distance la clé, en fait? La gestion de l'octogone, la distance, les déplacements et cetera. à 80 pour Cyril, j'ai envie de dire oui. Cyril qui déjà pour développer son jeu, a besoin de la distance. Lui, Cyril étant un chef d'orchestre et il va et quelqu'un qui a un jeu beaucoup en in and out, il va C'est avoir vrai. besoin, surtout contre Francis, de bien gérer la distance, de bien gérer l'espace. Et il va avoir besoin de rester en dehors de la zone de frappe de Francis. Il va avoir besoin d'espace pour ses changements de garde, pour faire ses fausses informations, pour s'échapper quand Francis va être offensif. Oui, concernant Cyril, ce sera très très clairement la clé de ce combat, ce sera l'espace et la gestion de la distance. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Après, concernant Francis, ce sera surtout sa façon de mettre la pression, de ne pas laisser Cyril installer son jeu et ne pas lui laisser justement d'espace, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je disais quand même, ce sera plus du côté de Cyril, l'espace qui sera plus important que du côté de Francis. Mais alors comment, avant que je te mette dans la boucle Lionel, comment gérer un in and out quand on est quelqu'un qui aime mettre de la pression comme le fait Francis? Puisque si, Cyril vient dans une zone pour en ressortir tout de suite, comment justement comment Francis va pouvoir contrer ça? Est-ce que c'est
justement en contre, donc directement quand Cyril vient dans la zone de Francis, ou alors c'est sur le out où justement Francis doit avancer? Comment Francis doit gérer ça? Bah, en fait, il y a deux façons de faire, en fait, face à ce genre de profil et face à Cyril, en l'occurrence. D'ailleurs, on l'a vu face à Volkov, notamment. Cyril est pas très Volkov, on a vu quand il lui mettait la pression, il était plus vraiment dans sa zone de confort, notamment le 1er et le 4e round. On a vu que, voilà, enfin, avec son jeu de in and out, quand tu avances sur la personne, ça a tendance à annihiler son jeu parce que tu lui empêches d'avoir de l'espace, en fait. Et quand il y a plus d'espace, c'est là que la zone de confort de Cyril commence à être attaquée. Après, une chose qui marche très bien dans les in and out aussi, c'est de laisser enclencher le premier coup, d'accepter, en fait, que la personne mette le premier coup, le jab. Et une fois que tu as accepté d'encaisser, c'est dans ces moments-là où, en fait, en sortie, la garde de quelqu'un qui fait un in and out, est souvent basse. Donc, en fait, c'est là le moment où Francis aura aussi l'occasion d'exploiter les failles de Cyril et vraiment de le sécher, de le contrer. On a vu aussi Volkov le faire très bien dans le 4e round face à Cyril. Lionel, qu'est-ce que tu en penses toi de ce déplacement? À quel point il est clé dans ce duel? Ah bah, enfin, moi, je pense comme ça que ça va être, c'est toute l'essence du combat, tout simplement. Parce que si on prend un peu de manière caricaturale, on a le styliste contre le cogneur. Voilà, en gros, ça va être, donc Cyril, son jeu, lui, bah, c'est justement d'être tout le temps en mouvement. C'est toi, Clément, qui l'avais souligné contre, je sais plus où, lequel de ses derniers combats c'était, mais ce qui t'avait impressionné, c'est qu'il était en mouvement durant 5 C'est rounds. contre Jairzinho. Voilà, c'est possible. Voilà, Ouais. il a une condition physique et une masse qui fait, il est juste pas suffisamment lourd pour continuer à être sur ses appuis tout le temps, tout le temps, tout le temps, 5 rounds durant. Et pour échapper à Francis, au danger constant qu'il va faire peser durant tout le combat, c'est juste, il aura besoin de 2 choses pour moi principalement, c'est son cardio, sa condition physique, son jeu de jambes qui va lui permettre justement de gérer la distance et de autant que faire se peut, rester en dehors de cette fameuse zone de mort qui est préconisée par Gaethje et qui est quand on parle de Francis, voilà, c'est vraiment une zone létale au sens propre du terme. Donc la gestion de distance, il l'a, la condition physique, il l'a, et effectivement, on peut imaginer que ce sera la clé du combat. Après, Cyril est aussi quelqu'un qui gère très bien ses efforts, dans le sens où, bon, il fait pas vraiment du in and out pur pendant 5 rounds. Même contre Jairzinho, on avait vu que autour du 3e round, il ralentit. Mais par contre, il sait rentrer, enfin récupérer comme un Thai boxer. C'est-à-dire que quand il arrive en distance de clinch, il arrive à soit prendre la dirty ou soit prendre le clinch pour récupérer, en fait. Des fois, il prend le clinch, mais c'est fait surtout pour récupérer. Et vu qu'il a une très bonne technique en clinch, il arrive à récupérer tout en ayant le contrôle dans le clinch. Et c'est très Et intéressant forcément, ouais. il ne faut pas oublier que Cyril, et tout le monde le dit autour de lui, c'est un athlète parfait. C'est l'athlète idéal. C'est le gars, il est doué en tout. Oui, Euh, génétiquement, c'est vrai qu'il a une très bonne génétique. Enfin, Les physiquement, il gens est. disent, ouais, les gens disent autour de lui, il aurait pu faire quasiment n'importe quel sport, il aurait été doué. Il est naturellement doué. Donc c'est vrai qu'il a une gestion de l'effort, une gestion de la distance, de la récupération, qui fait défaut à beaucoup de monde et qui est, bah, on l'a déjà dit depuis qu'il combat, depuis qu'il est à l'UFC, qui est encore plus impressionnante pour un combattant poids lourd. Il a une fluidité, un cardio, il n'est pas du tout pâteau. Vraiment, il réussit à rester fluide pendant 5 rounds. Et quand on a, là, je crois qu'il va se présenter, il voudrait se présenter à 114, 115 kilos maximum. Donc, je trouve vraiment que c'est le poids parfait. Vraiment Mmh. le poids parfait. Ça lui permet de conserver sa vitesse, son explosivité et de prendre un peu de puissance. On parlait de cardio là à l'instant avec Cyril, donc on a vanté pour le coup sa caisse physique et sa durabilité. Est-ce que la crainte pour Francis Ngannou, c'est pas justement
ce sujet du cardio, puisque bon, Miocic l'avait vraiment épuisé dans leur premier duel, mais il s'était fait un peu laver en lutte, ça c'est sûr. Mais est-ce que, dû au fait qu'on n'a pas l'habitude de voir Ngannou longtemps dans un octogone. Je rappelle, hein, que, ces 5 derniers combats, à exception faite du dernier contre Miocic, les combats, ils durent, 1 minute en moyenne, 1 minute 30. Miocic, ça a duré, quasiment 7 minutes, si je dis pas de bêtises. Mais ce sont sur des formats de combat en 25 minutes. Est-ce que, et moi c'est un scénario auquel je crois, si le combat dure, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à voir un Ngannou qui flanche, dès le début de la troisième reprise, comme certains, en fait, comme quasiment tous, contre Cyril Gane, en fait, tout simplement? Parce qu'au-delà de faire des in and out, d'être très mobile, c'est quelqu'un qui t'épuise tes ressources mentales et physiques. Là, moi, justement, c'est aussi ma grande interrogation perso. Parce que Ngannou, c'est vrai qu'on l'a déjà vu épuisé, surtout contre Stipe la première fois. Contre la deuxième, il montrait des petits signes aussi. Mais en fait, le cardio et l'endurance musculaire n'est pas entamé de la même façon quand tu as affaire à un profil kickboxer ou à un profil lutteur. En fait, Ngannou, heu, enfin, je pense qu'il fatigue plus sur quelqu'un qui va lui mettre la pression en lutte permanente, plutôt que quelqu'un qui va juste utiliser le striking. L'endurance musculaire et le cardio ne sera pas entamé de la même façon. Ce que je crains, d'un côté, c'est que même s'il a entamé Ngannou, il reste dangereux pour Cyril jusqu'au bout parce que Cyril n'a pas la lutte nécessaire pour entamer vraiment l'endurance musculaire de Francis. Lionel? En fait, j'ai envie de te dire, on ne sait pas, parce que c'est l'inconnu simplement. Vu que C'est vrai, hein? on l'a très rarement vu, aller jusqu'au bout, en fait, on ne sait pas. Moi, il me fait un peu penser au George Foreman des années 70. Cette espèce de monstre physique qui abrégeait tous ses combats très rapidement et qui, du coup, était à la fois sous-estimé au niveau du cardio, parce que les rares fois où il allait au bout, il y réussissait, mais en même temps, lui-même, c'était contre-productif, puisqu'il était tellement habitué à terminer ses combats rapidement que, dès que ça dépassait un certain seuil, il entrait dans une zone totalement inconnue pour lui et pour nous, du coup. Et Ngannou, en fait, j'ai envie de te dire, je sais pas. Je sais pas, tout simplement. On peut juste imaginer que, oui, Cyril est beaucoup plus performant que lui à ce niveau-là, ne serait-ce que parce que ce ne sont pas les 2 mêmes animaux de base. Voilà, c'est tout. Encore une fois, on en revient au styliste, contre le cogneur. J'imagine que ça a aussi, un rapport avec le game plan, notamment de Francis, puisque s'il se décide à mettre du gaz et à abréger le combat dans les 2 premiers rounds, ça veut dire qu'il va, pas forcément regarder comment le compteur, s'épuise. Et l'idée, c'est aussi un scénario auquel je crois et je pense que ça risque de se passer comme ça. Moi, j'ai peur que, justement, on ait un Ngannou très agressif dans les 2 premiers rounds, avec un Cyril Gane qui essaye de laisser passer l'orage. Et l'inconnu, du coup, pour moi, ce serait pas forcément sur le cardio d'Ngannou, ce serait: est-ce que Cyril peut laisser passer l'orage? Et ensuite, on aurait un format avec peut-être un Ngannou qui dominerait les 2 premiers rounds et un Cyril qui dominerait les 3 suivants, par rapport au cardio justement de Ngannou et lié au game plan, tout simplement. Ouais, ouais, c'est une possibilité. Après, pour ce combat, Francis, il semble avoir perdu du poids. C'est en tout cas ce que les images semblent montrer. Je pense que d'ailleurs, ils auront un poids de corps qui sera assez similaire. Mais ouais, enfin, moi, je pense un peu la même chose. Les 2 premiers rounds, si ça va à la décision, je pense que Francis sera avantagé. Après Ah autour ouais? du OK. Ouais, ouais, je pense qu'il sera avantagé parce que je pense que, heu, au début, Cyril va avoir du mal à tenir Francis en respect. Parce que Ngannou, ce qui est très important, c'est soit de le tenir en respect par une très bonne lutte, soit de le tenir en respect par un gros punch. C'est vrai que Cyril, malheureusement, il n'a pas vraiment ces 2 éléments. Sinon, enfin, je veux dire, Et il je a de pense la longe, il peut l'emmerder avec le jab quand même. Même si c'est pas un gros punch, il peut l'emmerder, enfin, en tout cas, je pense, hein, qu'il peut l'emmerder avec le jab et justement ce qui lui ferait, tenir en respect. ouais, mais sauf que Francis a plus d'allonge que Cyril. Il est légèrement moins grand, mais il a plus d'allonge que Cyril.
Donc du coup, Après, je me dis que Cyril va aussi travailler beaucoup en direct, là où Francis travaille beaucoup en crochet, en uppercut, donc avec un bras qui n'est pas étendu de tout son long, tu vois. après, c'est comment on appelle ça? Francis, sa zone de confort, c'est aussi, le contre, mais c'est un contre un peu particulier. C'est-à-dire que i c'est un contre où, il va ap enfin, il accepte Ouais. de se faire frapper et une fois enfin d'encaisser, il accepte d'encaisser. Une fois qu'il a accepté d'encaisser, il y a une distance où il y a un peu une bagarre qui l'enclenche et justement, je pense que dans les 2 premiers rounds dans sa tête, il va et surtout qu'il aura son énergie au max, il aura pas du tout peur sur chacune des phases de faire rentrer Cyril à la bagarre. Donc toi, en gros, de ce que je comprends, le fait de travailler en jab et en maîtrise de distance pour Cyril, c'est pas forcément une bonne idée? Pas contre, Ngannou. Enfin, parce que là, OK. Ngannou, quelqu'un de plus qui a plus d'allonge, qui est au moins aussi explosif, surtout en poing, qui a une vitesse de pointe plus importante que celle de Cyril, qui, je Bah, sa pense vitesse de pointe, Overeem s'en rappelle encore, hein. c'est ça, ouais, ouais, c'est sûr, puis, Putain. qui enfin, ouais, puis qui peut plus enfin, en même encore plus que Derek Lewis ou que Jairzinho, parce que Francis est plus offensif que les 2, qui pourra l'éteindre, qui aura plus de possibilités de l'éteindre dans les premiers rounds. Donc je pense que non, contre Francis, c'est pas la bonne, pas avec le style de Cyril, c'est pas ce serait pas la bonne solution dans les 2 premiers rounds, je pense. Lionel? Bah, le souci, c'est que et c'est ce qui rend ce combat, imprévisible et aussi passionnant quelque part, c'est que Ngannou, c'est le genre de combattant qui peut tout faire voler en éclats. Voilà, tu peux, à la limite, tu peux imaginer un combat de Cyril contre n'importe quel poids lourd, n'importe quel adversaire. Ngannou, c'est un animal à part. C'est comme le Tyson de son époque, comme Deontay Wilder. Ce sont des gars qui ont un tel punch, une telle force de frappe qu'ils peuvent tout renverser à tout moment. Donc, à la limite, Gann, on sait ce qu'il va faire pendant le combat. Ça va, je pense, pas être une surprise. On parle de gestion de la distance, il va un peu rentrer, il va gérer son effort, il va tourner, c'est pas un souci. Pour moi, la grande inconnue, c'est qu'est-ce que va faire Francis? Est-ce qu'il va rusher dès le début? Est-ce qu'il va prendre un peu plus son temps pour ménager son cardio, comme tu l'as dit? Je sais pas, ça va surtout dépendre de ça, sachant que le grand danger, Ngannou, c'est quoi? Il a un marteau de Thor dans chaque main. Donc ça veut dire que, même si Cyril domine pendant 24 minutes et 59 secondes, sous réserve que Francis soit pas complètement cramé, il demande pas de l'oxygène avant la fin, juste à la dernière seconde, ça va rester dangereux. Moi, je me souviens, le premier combat contre Miocic, même si Miocic lui a marché dessus après le premier round, néanmoins, jusqu'à la dernière seconde, on se Il y disait a que le danger. c'était faisable, il y avait danger, exactement. Donc là, j'ai envie de te dire, quelle que soit la stratégie de Gunn, tout peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Et c'est ça qui va rendre le combat, ça va être tendu du début jusqu'à la fin. Et donc tout ce que vous dites, c'est vrai, mais en même temps, ça peut voler en éclats n'importe quand. Donc Ouais. et c'est ça qui rend ce combat aussi compliqué à pronostiquer et qui fait que même quand on va donner nos pronostics, tout à l'heure, le contraire peut arriver et ce sera pas non plus une surprise. C'est marrant que tu parles de Deontay Wilder pour Francis Ngannou puisqu'au final, on est en termes de style, on n'est pas loin du Fury Wilder, en fait. Ouais, Au niveau c'est pas faux, mais à ce propos, je crois qu'on en avait déjà parlé. Francis est quand même, je trouve personnellement, bien bien plus meilleur technique que Wilder, techniquement, bien sûr, voilà, que bien sûr, Wilder, OK. mais à cet égard, moi, il y a quelque chose que je regrette, c'est que Gann, on l'a vu monter. Il a fait des combats, on a vu son évolution, et même si pour moi, ce combat arrive peut-être un poil trop tôt, j'aurais peut-être aimé le voir combattre avant un Miocic peut-être, ou un Blades, histoire J'aurais de bien aimé vraiment, aussi, ouais. voilà, le voir contre un lutteur et juste le voir prendre un step supplémentaire et emmagasiner un peu d'expérience. Mais bon, après, mais
Moi, ce que je regrette vraiment, c'est que Ngannou, on ne l'ait pas revu depuis sa prise de titre contre Miocic. Là, on avait vu, tout le monde avait dit, c'est un Ngannou 2.0, il va devenir vraiment dangereux. C'est un Ngannou qui s'est un peu amélioré, qui se précipite moins. On était impatient de voir ce qu'il allait faire. Et moi, j'aurais aimé le voir au moins une fois ou deux, voir s'il avait vraiment évolué. Parce qu'en fait, bah, il reste encore un peu dans l'inconnu pour moi. Est-ce qu'il a fait ce soir une performance exceptionnelle parce qu'il avait aussi bénéficié du soir sans de Miocic, qui était un peu méconnaissable ce soir-là, ou bien est-ce que vraiment il s'est vraiment amélioré? Et est-ce que son amélioration sera suffisante pour s'adapter à la technique supérieure de Cyril? Voilà. C'est, pour moi, c'est ça qui fait que on est un peu dans l'inconnu aussi vis-à-vis de ce combat. Parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, surtout sur Ngannou, pour moi. Moi, je me souviens que l'argument de vente aussi de Francis et ce qui a longtemps été le mien avant que je revoie le combat une deuxième fois, c'était le fameux sprawl sur le single leg de Miocic dans le deuxième combat. Sprawl magnifique, il glisse magnifiquement au-dessus de Miocic et il l'envoie à terre avant de faire une petite séquence au sol avant de remonter. Ça a longtemps été un argument pour se dire, ah ouais, quand même, les progrès de Francis au sol, là, on est vraiment sur une rupture avec le premier combat. Sauf qu'en fait, le single leg, quand tu le regardes une deuxième fois, tu te dis qu'il est pas très très bien enclenché, il est un peu prévisible. Donc forcément, c'est plus facile de sprawler quand tu lis bien un takedown, quand il est pas très bien préparé. Et donc, encore une fois, il y a une grille de lecture. Soit tu analyses juste le sprawl, soit tu analyses le truc un petit peu dans la globalité. Et tu te dis, bon, voilà, la mise au sol n'était pas dingue de la part de Miocic, ce qui favorise aussi le fait que Miocic est peut-être un petit peu cramé et que la trilogie contre Daniel Cormier l'a vraiment émoussé, ce qui est loin d'être une chose à négliger. Moi, je crois quand même au progrès de Francis, notamment en lutte et au sol, même si je suis pas sûr qu'avec son physique, ça pourra devenir un grand lutteur. Il a l'air quand même un petit peu léger sur les jambes en termes de puissance musculaire. Et le lutteur de base est quand même très solide au niveau des muscles dans les jambes. Après, je pense que ouais, moi, une des clés en fait majeures du combat, ça reste quand même le cardio. Et c'est aussi, en fait, je pense que on ne sera pas surpris par ce que Cyril va faire, je pense en tout cas, mais je pense quand même malgré tout que c'est Cyril qui a toutes les cartes en main. C'est-à-dire que en gros, si Cyril a un soir sans, il va perdre, c'est sûr. Mais si Francis est dans un soir sans, il peut quand même éteindre Cyril n'importe quand. Donc je pense quand même que Cyril, notamment avec son travail de feinte, avec son travail de kick, je rappelle quand même qu'il vient du Muay Thai et qu'il a des aptitudes très solides avec ses kicks, il peut fatiguer Francis Ngannou et je pense que c'est un autre point qu'on peut développer dans la suite de notre échange, c'est justement le travail de feinte et le travail de kick de Cyril qui peut le favoriser en fait, tu vois, dans sa route vers la victoire. Ce qui irait vers une victoire à la décision, certes, mais tout de même, ça reste une victoire. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais par contre, Cyril, lui, il a besoin de faire le combat parfait pendant 25 minutes pour gagner. C'est sûr. C'est-à-dire que lui, déjà d'une, la moindre erreur va se payer cash. Et Francis, justement, sur son dernier combat, il a quand même montré quelques belles améliorations. Même si, comme vous l'avez souligné, Miocic a fait énormément d'erreurs. Enfin, c'était peut-être le Miocic avec le moins bon fight IQ et le moins bon mental depuis qu'il est à l'UFC, malheureusement. C'est de façon très, très étrange d'ailleurs. Mais je pense que, enfin, Clément, comme tu soulignes, Francis, je pense que la victoire, elle dépendra justement plus de Francis que de Cyril, en fait. Parce que Francis, il peut, même si Cyril ne fait pas d'erreur, il peut créer la situation qui fait qu'il va trouver la faille. Ça, il en est capable aussi. Et ça, par Ouais. exemple, dans son dernier combat avec Stipe, bon, par contre, un truc qu'il a très bien fait, c'était début du deuxième round, quand il met le premier knockdown, qu'il enclenche le Il a très bien géré, ouais. direct bras avant et crochet bras arrière, qui est d'ailleurs une spéciale un peu de l'extrême couture. C'est d'ailleurs son sparring partner a mis KO Tyrell Fortune au Bellator avec. C'est Timothy Johnson qui a fait exactement la même technique, qui a mis KO Tyrell Fortune. Et ça, ce genre d'attaque ou ce genre d'offensive, il n'y a pas besoin d'une erreur de Cyril en fait pour que le KO arrive. Lionel? Et ouais, mais il y a surtout quelque chose, c'est le fameux X factor, et ça, pour l'instant, j'ai pas de réponse.
concernant le menton de Cyril. Parce que même pendant Je le voulais y venir. premier combat contre Miocic, on se rappelle que Miocic, il a visité l'enfer pendant le premier round. Et il est resté debout sur des coups qui auraient touché 95% des poids lourds de toutes les organisations confondues. Et même le premier overhand dans le deuxième combat au premier round, je sais toujours pas comment il s'en est sorti. Je sais pas Mais si tu c'est te rappelles, mais incroyable. Et donc Miocic a ce petit truc, voilà, moi c'est ce que j'appelle l'irrationnel. Voilà, c'est qui lui permet de s'élever au-dessus de son niveau réel pour performer. Est-ce que Cyril a ça? Je sais pas. Je sais pas. Et le problème, c'est qu'effectivement, s'il l'a pas, ça va être compliqué. S'il l'a pas, parce que arrivera-t-il à, pendant 25 minutes, échapper au coup de Francis? C'est compliqué. Et alors là, peut-être que j'anticipe un peu sur d'autres de tes questions, mais moi, du coup, c'est une interrogation à laquelle je pensais, c'est est-ce que ça veut dire que Cyril va devoir donc être prudent pendant 25 minutes, enfin plus que prudent même, échapper. Est-ce que c'est pas compliqué au niveau de la tension nerveuse, de l'attention? Parce qu'effectivement, comme vous dites, Francis peut se permettre de se relâcher un petit peu, de faire des pauses entre guillemets. Cyril, il va pas y avoir droit. Ça veut dire qu'il va devoir rester pendant 25 minutes plus qu'aware. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas un peu le rattraper? il l'a fait contre Jairzinho et Volkov en soi. Je pense Ouais, que mais c'est je pas la vais même. paraphraser, mais Ouais, mais Volkov n'a pas la force de frappe de Ngannou et Jairzinho n'a pas le niveau de Francis non plus. ouais, il l'a pas épuisé, donc en fait, il pouvait se concentrer sur les déplacements et sur la gestion mentale, Cyril, c'est vrai. Kim, tu voulais réagir? Ouais. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que euh, non, je sais plus, je perds le fil, je perds le fil. Non, mais Euh, c'est pas grave. C'est pas grave, non, c'est pas grave. Je vais vous relancer sur non. autre chose dans ces cas-là. Je voulais ouais, non, sur le jeu de kick, est-ce que Cyril aurait pas intérêt à enfin, à tenter en tout cas de fatiguer la jambe? Parce qu'au final, Francis reste quand même lourd. Pour un poids lourd, c'est quand même marrant de le dire, mais c'est quand même le cas. Donc, de faire des petits levés de jambes, comme le fait José Aldo, c'est compliqué pour lui. Donc il va être, contraint et forcé d'encaisser, des low kicks, des calf kicks ou des low kicks. Je ne sais pas quelle est la stratégie la meilleure à adopter pour fatiguer la jambe de Ngannou. Mais est-ce que c'est pas aussi le jeu de Cyril que d'épuiser en fait? Puisque si Francis, au final, qui change quand même peu de garde, hein, il est peu, avec sa jambe droite en avant, enfin de mémoire en tout cas. Donc, si tu fatigues la jambe gauche, tu réduis aussi le potentiel de remontée d'énergie jusqu'au bras. Donc, est-ce que aussi c'est pas une des clés majeures pour Cyril qui est d'attaquer la jambe? Il l'a beaucoup fait, je crois, contre Jairzinho, hein. Les stats sont assez impressionnantes sur la jambe. Ouais, non, mais clairement. D'ailleurs, une des clés du combat de Cyril, il l'a fait d'ailleurs contre Junior Dos Santos et aussi contre Derek Lewis, c'est de contrer en low kick quand la personne, enfin son adversaire avance mais de façon trop hésitante. On voit Cyril enclencher low kick, low kick, low kick, low kick, il sape la jambe. Et ça, justement, l'appui, euh, voilà, Francis a un gros appui sur sa jambe avant. Et ça peut être une clé du combat. C'est sûr que là, si Francis a le malheur justement d'être trop statique ou trop hésitant sur ses avancées, là, il peut, lui, le payer cash. Par contre, Francis peut payer sa cash. Et enfin, là, tout à l'heure, ça me revient, ce que je voulais dire, c'était Lionel, tu disais, au niveau de la tension à gérer pendant 25 minutes pour Cyril. Là, par contre, je donne aussi le crédit à Cyril que quelqu'un qui gère très bien la pression, qui est relâché par nature, je pense que pour ça, ça va pas être un souci de gérer 25 minutes. Aussi, vous parliez aussi du menton. Cyril semble avoir quand même un bon menton. Il l'a montré déjà en boxe thaï et aussi sur certains combats de MMA, notamment contre Junior Dos Santos ou contre Jairzinho. Bon, même s'il les a pas encaissés plein pot, il a quand même montré une certaine résistance. Après, je ne sais pas si ça va jusqu'au niveau de Miocic. Ça je ne sais pas, mais Après, il a de la fraîcheur aussi sur son menton. Son menton, il est frais, il a peu encaissé, donc tendance à croire que Overeem, par exemple, son menton, il a chuté parce qu'il avait à un moment donné, il en a trop pris. Cyril, au final, il est très jeune dans sa carrière, ouais. dans sa carrière, et même dans son, comment dire? Dans son, Dans dans son son, carburant, enfin dans son moteur MMA au final et dans son moteur coup encaissé, c'est très léger donc
J'ai tendance à Après, penser qu'on a tous ouais, un bon menton de base, quoi. Enfin, je crois. Je dis ça, mais après il n'y a pas vraiment de science exacte là-dessus. C'est vrai que malheureusement, bon, je vais pas dire que c'est aléatoire. Avant, on il avait y a des gros tendance à trapèzes aussi derrière, hein, donc ça conforte quand même un minimum. ouais, puis il y a des cellules, cellules de la mâchoire aussi, ce que je sais plus comment on appelle ça, les cellules, quand on a tendance à contracter, il y a Ah certaines OK. cellules qui viennent un peu renforcer la mâchoire, mais en tout cas, c'est pas une science vraiment exacte. Avant, on avait tendance qu'on avait un capital, qui venait s'effriter, qui, au bout d'un moment, fait que bon, ce qui est d'un côté vrai, c'est vrai qu'on peut pas encaisser toute sa vie des guerres, des guerres Demande à Robbie Lawler. à la Chandler versus Gaethje, ça c'est impossible. Ouais. Mais ouais, Lawler que j'adore d'ailleurs, qui fait partie de mes combattants, préférés de l'histoire, comme tu l'as bien souligné. Mais, Ouais. certains, on va dire, auront, un menton qui va être totalement foutu à même pas 30 ans. D'autres qui, à plus de 40 ans, auront un menton presque meilleur que jamais. Bon, même si à un moment donné, de toute façon, ça va dans l'autre sens un jour ou l'autre. Mais on peut voir, par exemple, je vais donner 2 cas antinomiques un peu. C'est Stéphane Struve, justement chez les poids lourds, qui a eu un menton qui a commencé à périmer très vite. Je crois qu'il y a même pas 30 ans déjà, il prenait KO sur KO, ça devenait très compliqué même pour sa santé. Et là, on peut mettre le cas de Glover Teixeira, étant champion, qui a 42 ans, a sûrement le meilleur menton que jamais, encore. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Donc, vrai. Toi, c'est que tu as une crainte, Lionel, par rapport au menton de Cyril ou c'est parce que l'inconnu te guide? ah, c'est l'inconnu, mais de toute façon, l'inconnu, c'est même pas Cyril en l'occurrence, c'est n'importe qui affronte Francis. Voilà. Parce que là, tu disais qu'Overim avait un menton peut-être qui avait été fragilisé, mais fragilisé ou pas, tu prends le coup qu'il a pris, je pense que Ouais. n'importe qui serait allé dormir. Donc, Francis, c'est quelqu'un de tellement particulier que que toute stratégie, menton, pas menton, c'est autre chose. Voilà, c'est là on entre dans un domaine qui est au-delà, qui n'est pas Ouais, quantifiable. puis tu as aussi ce qui me fait penser que Cyril a un bon menton, c'est aussi qu'il a un très bon placement du corps par rapport à l'espace, par rapport à la surface. Il y a plein de situations, bah, par exemple, pour reparler d'Overeem, quand il prend son uppercut, son corps, il balance un peu d'ores et déjà, je crois qu'il balance un peu vers l'avant. Là où Cyril, justement, lui, reste toujours très droit et très clean dans sa silhouette et dans sa position. Donc, enfin, je le vois rarement dans une situation de mais attends, mais dans quelle position il se trouve? Tu sais, il reste vraiment toujours, très clean dans sa posture et ça favorise aussi le fait de ça Je réduit le suis risque en tout d'accord. cas, tu Je vois? suis d'accord, mais à la limite, encore une fois, là, je me répète, mais c'est moins Cyril que Francis, en fait, là, qui est Oui, en oui, cause. d'accord, ouais. Parce que tu non, vois, Francis, C'est quand vrai. on voit son ratio de KO, ouais, tu beau dire les mecs en face, ils étaient mal alignés, machin, peut-être. Néanmoins, il a il a C'est vrai. combien? Il y a 80-90% de KO, il y a pas de hasard. je crois que c'est 18 faut que je vérifie, mais je crois que c'est 85 de KO, je crois. non, c'est plus, C'est c'est ouais, non, mais un KO c'est tous les n'importe 18 coups. Un KO Un tous les KO 18 tous les 18 coups. Ah, en plus, ouais. Ah ouais, coups. vraiment. Après, Cyril, la seule fois où je l'ai vu, enfin, on l'a vu un peu tituber, c'était face à Junior Dos Santos. Fin du premier round, quand c'est lui, en plus c'était sur une erreur où il engage, alors que enfin, il engage un peu trop, il se découvre trop, et il prend un overhand du gauche par Junior Dos Santos, et on le voit un peu tituber. Et c'est la seule fois où on l'a vu vraiment un peu tituber, Cyril. Mmh. Sachant que le overhand, si tu tapes au niveau de la tête derrière, ça ce que tu enfin là, le menton, il n'existe plus. La tempe et l'arrière du crâne, ça annihile tout le monde de toute façon, C'était donc ça, et enfin, lui-même l'a reconnu qu'à ce moment-là, il a eu comme un léger blackout. mmh Ah oui, quand même, ouais, OK. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Oui, j'avais une grande question à vous poser, ça va être très clair, je pense que la réponse va être rapide, je vous la pose vite fait. Est-ce que Cyril peut mettre KO Francis? TKO, oui. TKO à l'usure, peut-être. Justement, tout à l'heure, Comme, j'ai comme contre Derrick Lewis, en fait, hein, pour évoqué, oui, vulgariser. surtout sa façon d'user et de saper la jambe d'appui. Tout à l'heure, tu l'as très bien mentionné. Après, il y a quand même une chose
J'y repensais d'ailleurs très, très récemment. D'ailleurs, c'était suite à la déclaration de Lopez sur, un coup de genou au foie. Malheureusement, je pense que cette séquence n'a jamais existé, mais je suis en train de me demander si ça fait pas partie du game plan de la MMA Factory de viser le foie de Francis quelque part avec un genou ou quelque chose comme ça et là, déjà ça couperait net la respiration et ça permettrait là voilà d'enlever à Francis ses armes en fait. C'est-à-dire que même le punch n'existerait plus, les appuis seraient très, très touchés. Je me demande si des coups de genou au foie ne vont pas faire partie du game plan de Cyril. Bah, sur les extraits qu'on a vus, moi je vois pas mal de flying knee, hein, qui sont envoyés par Cyril, sur Fernand Lopez qui est bien évidemment protégé. Mais la théorie se vérifie par les extraits qu'on voit. J'ai pas souvenir. Je crois qu'il s'est un peu entraîné dans les extraits qu'on a vus au flying knee et au coup de genou d'une manière générale contre Volkov. Mais là, je l'ai plus vu dans les extraits. Donc c'est une vraie Et possibilité, hein. et là, ouais, je me dis que éventuellement, bah, surtout que, bon, la MMA Factory, Fernand connaît très bien Francis et Ce qui est aussi, un avantage pour Cyril. certaines de ses faiblesses, qu'en plus au niveau des sparring, il y a 3 sparring partners qui ont aussi pas mal tourné avec Francis, qui sont Nassourdine Imavov, Alan Bodo et Slim Trabelsi. Donc oui, c'est ça il peut créer le contexte qui fait qu'il va amener une attaque comme ça. Donc, je vois bien, oui, aussi un coup de enfin des coups de genou, essayer de trouver le foie en fait, je sais pas, quelque chose comme ça. Lionel? Là, comme ça, ce serait, surprenant. C'est Ouais, bah, oui, oui, voilà, c'est forcément. pas effectivement le scénar, mais après, c'est des poids lourds, hein, donc tout est possible. Mais effectivement, si jamais ça arrivait, je pencherais plus, pareillement pour un TKO, pour, un enchaînement, un épuisement, Francis qui tombe et qui est arrêté, plus que vraiment le chaos clair et net. Et d'ailleurs, parce qu'il faut aussi garder toute cette objectivité. On parle du menton de Cyril, mais le menton de Francis? Qu'est-ce qu'on connaît du menton de Francis? Et bah, par essence, Pas par grand-chose. essence, pas grand-chose. Moi, c'est ce Après, que j'ai longtemps dit, mais on en a discuté avec Lionel une fois. J'ai longtemps pensé que le coup, un peu du désespoir du barreau d'honneur de Miocic contre Francis dans leur deuxième combat, avait un peu ébranlé Francis. Moi, j'ai trouvé qu'il reculait avec un peu une silhouette un peu, décomplexée, un petit peu, wow, un petit peu je l'ai encaissé celui-là, parce qu'il touche quand même, il connecte bien Miocic. Ensuite, Francis se remet dedans et met la gauche fatale, mais moi j'avais trouvé en tout cas qu'il était ébranlé sur ce coup-là. Et c'est vrai que dans les autres échanges qu'on a pu voir de Francis, il exerce une pression qui est telle qu'en fait il n'a pas vraiment été touché non plus. Donc ça se trouve, Francis n'a pas un très bon menton non plus en fait. Ça, je peux pas le savoir, mais bah, en fait, il est la solide, question se pose pour les deux, je veux dire. Francis, on l'a vu parce qu'on l'a vu déjà dans son premier combat avec Miocic, il en encaisse des belles quand même. Il Oui, titube aussi d'ailleurs, je crois que c'est la 3e minute du premier combat, il prend un contre qui lui fait perdre un appui. Puis, il prend aussi, enfin, tout le combat, il en prend des belles d'ailleurs qui l'entament, qui lui font mal. Ça se voit que ça lui fait mal. Après, le seul souci, c'est que même quand tu ébranles Francis, heu, c'est une très mauvaise idée, quoi qu'il arrive, de rentrer à la bagarre avec lui. Parce que même s'il est ébranlé, c'est c'est vrai. ce que Miocic a fait d'ailleurs. Pourtant, sur le deuxième combat, quand vous regardez bien, il le contre, mais il a aucun de ses 2 appuis au sol. C'est-à-dire qu'il y a ses 2 jambes qui sont en l'air. Il arrive à ébranler Francis sans avoir d'appui au sol, Ah ouais, Miocic. mais à la préparation, il y en a pas. Non, C'est non, comme en fait, c'est c'est comme s'il lui instinctif, courait dessus, qu'il lui mettait en courant un crochet et puis qu'il repartait quoi. C'est vrai, hein. bah, mais après justement, Francis, je pense que, bon, il est solide et il a un bon mental quand même, mais le seul souci, c'est que même si son menton, bon, il y a quand même un point d'interrogation comme vous le dites, même s'il est pas extrêmement si solide qu'on le pense, si tu l'éteins pas en un coup, tu vas rentrer à la bagarre avec lui, même il va tituber, c'est lui qui aura plus de chances de te mettre KO que l'inverse Oui, c'est ça. En fait, et c'est ça que s'est tu vérifié tu vas avec dans lui. son jeu. C'est d'ailleurs, Miocic, ça a failli lui coûter au premier combat. Ça, personne, le relève. Je sais pas si vous vous rappelez, mais toute fin de 1er round, il arrive à ébranler Francis et il rentre dans une grosse série de crochets. Il y a un coup de Francis qui touche un peu, en bout de course et il y a la tête de Miocic qui fait un 90 degrés comme ça et là, ça aurait pu lui coûter
Et au deuxième combat, bah, ça lui a clairement coûté, en fait. Ah bah oui, complètement, ouais. Complètement. De toute façon, oui, le game plan et le choix, d'une manière générale, dans la prépa de Miocic, pose énormément de questions sur leur deuxième duel et ça, on l'a déjà relevé dans cette preview, il y a pas de souci. Ah bah, écoutez les gars, j'ai pas d'autres questions à poser avant le pronostic. Est-ce qu'il y a un autre élément à soulever peut-être dans la discussion avant de passer au prono ou je pense moi, j'ai l'impression qu'on a fait un tour complet en tout cas. On va pas Ouais, forcément Moi, parler du sol et cetera, mais vas-y, ouais. non, moi j'aimerais, enfin ce qui va compter dans le prono, c'est, on a dit tout à l'heure qu'ils n'avaient pas trop parlé, c'était surtout Fernand Lopez qui s'occupait de la promo, blabla. Néanmoins, moi je trouve ce qui émane un peu des rares déclarations des deux, c'est que Gann a l'air comme à son habitude serein, épargné Ouais. par la pression, il a l'air relativement tranquille. Là où j'ai noté chez Ngannou je ne vais pas appeler ça une fébrilité, mais enfin je trouve que les quelques déclarations qu'il a pu faire, il prend ça émotionnellement plus à cœur que Gann, j'ai l'impression. De par son passif avec la MMA Factory, de par ses rapports compliqués avec Je suis d'accord. l'UFC, de par, on dirait qu'il a quelque chose à prouver, c'est lui contre le reste du monde, sans que ce soit faux d'ailleurs. Et je me demande à quel point, on sait qu'il est très émotionnel, c'est ce qui lui avait coûté en partie sa défaite, sa défaite contre Miocic. Je me demande à quel point ça ne va pas le rattraper, voire ça l'a Ah mais pas c'est déjà très vrai que rattrapé. tu en parles, hein, c'est très, très juste, hein. ouais, d'ailleurs, c'est ce côté-là que je voulais aborder, c'est le côté mental, justement. C'est vrai que bon, Cyril a, comme à son habitude, est relâché serein. Je pense qu'il est assez imperméable à la pression. C'est un des seuls que je pense comme ça, étonnamment. Enfin, je trouve que c'est une qualité, hein. Francis, justement, là, il y a plusieurs enjeux pour lui. Ça, c'est déjà, il lui reste un seul combat sur son contrat. C'est-à-dire que pour lui, c'est un pile ou face. Mais un pile ou face, soit il gagne tout, soit il perd tout. On va dire, il perd, l'UFC va le mettre au placard, va lui faire même regretter son attitude qu'il a eue de vouloir renégocier son salaire, de vouloir imposer ses propres conditions. Ouais, c'est Et vrai. je pense va le faire galérer et il aura une suite de carrière malheureusement très compliquée s'il perd. C'est comme ça que je le vois. Par contre, il gagne, il fait ce qu'aucun athlète de l'UFC n'a réussi à faire jusqu'à présent, je pense. S'il gagne, c'est lui qui pourra imposer ses propres conditions à l'UFC. Il sera champion, il aura un contrat à renégocier. Il va renégocier son contrat en étant champion poids lourd. Et là, l'UFC va être obligé de céder au moins une partie. C'est-à-dire que s'il a envie de combattre en boxe, voilà, ils seront obligés aussi de revaloriser une partie de son salaire. Ils seront, voilà, là, sur cet aspect-là, je pense que aussi Francis, bon, je ne sais pas si ça lui met vraiment la pression, s'il y pense. Bon, je pense forcément parce que on sait que Francis combat aussi beaucoup, enfin, il pense aussi beaucoup à sa famille, il pense beaucoup à son peuple aussi, Et il que a bien pour, raison. ouais, que pour lui, du coup, ce genre de victoire d'enjeu va lui mettre une certaine pression. Après, par contre, je pense que dernièrement, l'équipe de Francis a trouvé la solution pour être plutôt imperméable aux attaques de Fernand Lopez. Parce que dernièrement, c'est Eric Nicksick, qui est le head coach de Francis, qui a répondu. Et je pense que conférence de presse, Fernand sera sûrement là, mais je pense que ce sera quelqu'un de l'entourage de Francis, soit Eric Nicksick ou quelqu'un d'autre qui va répondre directement à Fernand. Je pense que ce ne sera pas Francis, parce que là, Ce si qui peut clairement, montrer une faiblesse, hein. Ce qui est pas forcément un bon message à donner aussi, hein. c'est pas faux, Puisque tu mais commences à répondre et après tu prends un intervenant extérieur, je mets des grosses guillemets, mais tu vois? Qui prend le relais. c'est pas faux, mais d'un côté, c'est bon, ça va l'isoler Oui, c'est vrai. de la pression. Je pense que justement, ça Pour l'a atteint Fernand de parce que toute façon. Fernand Et il a bien le raison. le connaît, hein, il le connaît, il sait très bien, je pense, où titiller son ego, où le piquer et voyant ça, je pense que l'entourage de Francis a pris des dispositions pour que ça ne l'affecte pas, en fait. Et ils ont bien raison aussi de leur côté. De toute Ouais, façon, comme je l'ai ouais. dit, c'est un jeu d'échecs. La préparation d'un combat, c'est un jeu d'échecs. Parce que rentrer dans la tête de Francis, je pense, c'est la meilleure idée pour Ouais. commencer à le faire perdre. C'est le faire rentrer, lui en faire faire une affaire personnelle, ce serait le meilleur moyen de le faire dérailler de tout ce qui a été mis en place et de lui faire plein d'erreurs.
C'est une certitude. On passe au prono, messieurs? Allez, on se lance. Lionel, peut-être pour Ouais. commencer, allez, allons-y. Quel est le scénario auquel tu crois le plus? Parce que des scénarios, il y en a 25, mais celui qui te guide. Celui qui me guide, telle la lumière dans la nuit noire, Oh, c'est Gann qui fait le combat parfait pendant 25 minutes et qui l'emporte au point. Voilà, voilà, moi c'est ce que j'avais. Dès que le combat était annoncé, c'est ce qui m'est venu. Ensuite, ça s'est vraiment équilibré. Francis est toujours effrayant, ça reste Francis, hein. Donc encore une fois, disclaimer, tout est possible, il peut le déconnecter rapidement. Mais là où ça en est actuellement, pour tout ce qu'on vient de dire, je pense Gann trop intelligent, trop tactique, trop technique, trop endurant, trop tout. Et si jamais il arrive à ne pas se faire connecter trop durement, parce que ça va forcément arriver à un moment, qu'il arrive à gérer les coups de moins bien, je pense que il l'emporte au point. Voilà. Avec, en appendice, en fait, le combat, ça pourrait être résumé. Moi, ça me fait penser à ce que certains avaient dit avant le premier Frazier Ali. Voilà, parce que encore une fois, on a un cogneur contre un styliste. Et Ali, boxeur magnifique. Gann, je ne vais pas comparer Gann à Ali, mais enfin, c'est vraiment un boxeur. Il est atypique dans cette catégorie, tellement il est talentueux. Et des observateurs avaient dit avant le combat, la seule façon de battre Ali, ce qu'avait réussi Frazier, c'est lui rentrer dedans comme dans une bagarre de rue. Voilà. Et effectivement, si jamais Francis arrive à tout faire péter, ouais. et là, du coup, il n'y aurait plus de stratégie, il n'y aurait plus de tactique, ce serait vraiment Je sais pas la si Cyril bagarre. se ferait avoir. Je sais pas, mais ce serait pour moi l'un des scénarios les plus qui marcherait le mieux pour Hmm. Francis, pardon. Et donc du coup, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Vous venez de parler de Miocic justement qui s'était lancé dans la bagarre et ça lui a pas réussi. Tout le monde qui se lance Pas dans la beaucoup. bagarre avec Francis, quand Francis devient fou, s'il se met en mode berserk et qu'il se lance à l'abordage, ça peut le faire, voilà, ça Ouais. peut le faire. Donc, Je pense tout la même chose. accident est possible, mais pour moi, j'imagine bien possiblement, voilà, un Gann qui vraiment, il a quand même, qu'on l'aime ou pas, Lopez, c'est quand même le mastermind criminal, vraiment, il est impeccable, il connaît les deux, il a des game plans incroyables, Ah, il ça, sait c'est une quoi faire. certitude. Absolument. Et si Gann arrive à échapper à l'accident, entre guillemets, pour moi, il l'emporte au point. Et j'ai même envie de dire que dans ce cas de figure, possiblement, je n'espère pas, mais possiblement, passer la tension du début de combat, ça peut même être un combat pas très palpitant. Voilà, Kim, géré par Gann, mais qui l'emporte au point, mais après 5 rounds, pas génial. de Enfin, masterclass en fait. voilà, masterclass, mais pas forcément palpitant, quoi. Voilà, du style, bah, toi, ça va te parler, Adesanya Romero. Tu cites quand même le top 3 des combats les plus chiants de l'histoire de l'UFC quand même. Ouais, mais en même temps, pas si chiant que ça, parce qu'il y avait quand même une tension, Il y parce avait que une tension, mais voilà, c'était. ça pouvait exploser, mais en même temps, l'un survolait tellement les débats que Ouais, c'était c'est vrai, pas, hein. C'est vrai ce que voilà. tu dis, n'empêche, hein. Le comparatif est pas si bête que ça, mais je pense quand même qu'on n'atteindra pas ces strates de Chianli, mais le comparatif doit exister, c'est vrai. Et Kim, là, quel Lionel, est ton prono, toi? déjà, Lionel, ouais, ton prono, bon, n'est pas si déconnant que ça. C'est vrai que ça se tient. Mais moi, je mettrais quand même du 60-40 pour Ngannou. Parce que Ngannou étant déjà plus offensif de nature que n'importe quel combattant que Cyril a affronté jusqu'à présent, je pense que il va mettre une pression très constante sur Cyril qui va faire que le jeu de Cyril n'arrivera pas à s'exprimer aussi bien que d'habitude. Après, il y a un point qui me faisait un peu douter, c'était le clinch. Enfin, je pensais que Cyril, enfin, d'ailleurs, c'est peut-être le cas, Cyril en clinch pourrait soit coller Ngannou contre la cage ou avoir l'avantage. Justement, les images qui ont fuité en sparring, sur n'importe lesquelles de sparring, j'ai eu l'impression de voir un Ngannou qui sait qui sait maîtriser le clinch de Cyril, qui sait au moins en sortir. Donc là-dessus, si Et donc il Ngannou perdrait arrive pas trop de gaz. oui, oui, si il arrive à sortir
facilement du clinch de Cyril et qu'il avance constamment sur Cyril, je pense à un KO milieu, fin un peu du premier round. Ah KO, carrément? ouais, ouais, un KO et ça risque même, j'ai envie de dire, si Francis met KO Cyril, je pense que ça peut être violent parce qu'il peut en faire une affaire personnelle à ce moment-là et envoyer un message à Lopez en montrant que Tu parles du il hammer ou, de toutes ces choses-là, en fait? oui, des coups de trop du coup, de trop pas utiles, je pense que Ouais. Francis va le mettre à ce moment-là. Les coups de trop pas utiles, je pense qu'il va les mettre exprès parce que je pense que là, il va le plus le mettre pour Lopez que par rapport à Cyril. Donc en gros, faut pas que ce soit Herbin qui arbitre, quoi? C'est ça. Après, par contre, Je rigole. là où il y a une interrogation pour moi, c'est si Cyril enfin, d'ailleurs, si ça arrive, je ne dirais pas que Francis a déconné. Alors là, je mettrais tout sur le mérite de Cyril. S'il arrive à faire reculer Francis ou que si Francis reste statique, je dis bravo, Ah Cyril a ouais, il l'aura verrouillé. il a vraiment cette capacité à faire déjouer ses adversaires et là, alors là, je dirais bravo, bravo. Mmh. Eh bien, Moi, je je crois que c'est à moi. Oui, Lionel, vas-y. non, moi je pense juste, en appendice, que si Francis met KO Cyril, ensuite il mettra KO, Fernand Lopez également. Bah, en fait, je pense Il que le passera au-dessus KO de la barrière et tout. sur Cyril, il sera un message pour mettre KO Lopez. Je pense que justement, la façon dont il voudra le mettre KO, ce sera pour ça que je disais, s'il le met KO, je pense qu'il va le faire plus violemment que d'habitude. Sachant que c'est rarement doux quand même, hein, ces KO quand même. C'est rarement doux, mais là, je pense qu'il va, comme tu as dit tout à l'heure, il va mettre les coups de trop, peut-être qui sont pas utiles, mais il va les mettre. OK. Eh bien moi, je donne mon pronostic. Petit KO Cyril Gane, 5e round. Ouais, c'est Ouais. pas c'est pas déconnant non plus. Et je vois en fait, moi, je vois un scénario, mais je l'ai un peu dit en filigrane de toute façon, j'ai 70 scénarios dans la tête et je me suis arrêté dessus avant-hier, hein, donc c'est pour vous dire. Mais en fait, mon idée, c'est que, Francis, j'en ai peur pour lui, mais risque d'être très offensif au premier round et je pense que et Fernand Lopez et Cyril Gane sont prêts à ça. J'en suis sûr même d'ailleurs, qu'ils sont prêts à ça, ils sont prêts à laisser passer l'orage et je sais qu'ils savent le faire puisque tu as quand même eu, les 2 plus gros cogneurs de la KT avant Ngannou et tu les as passés sans aucun problème, avec Jairzinho et avec Derrick Lewis, donc ils savent gérer les gros cogneurs, ils savent gérer la distance parfaitement, même si les 2 sont beaucoup, beaucoup trop statiques et au final ont été complètement pris par le niveau de Cyril, global dans le MMA. Francis n'est pas de ce genre-là, mais, je pense qu'il va laisser passer l'orage pendant un round, savoir gérer, savoir gagner un round, notamment le deuxième. Et au final, il va le fatiguer en clinch, il va fatiguer la jambe. Et je pense qu'à un moment donné, avec les déplacements réduits d'Ngannou dû au fait que sa jambe est bien entamée, il va commencer à attaquer le visage, le visage, le visage, et ça va réussir à connecter à un moment donné. Je vous rappelle quand même qu'il a des gros overhand aussi, hein, Cyril Gane, malgré tout. Il a beaucoup d'amplitude dans ses coups. Il est capable de maîtriser un peu avec le jab, même si je pense que c'est pas une très très bonne idée que de jabber contre Francis Ngannou. Mais il va réussir peut-être à le connecter sur overhand ou sur des kicks, des middle kicks. Et encore une fois, le travail de feinte, tu pars un middle kick, tu pars sur un low kick, tu mets du middle, et ensuite tu te sers d'une feinte de low kick pour aller taper au niveau du visage, par exemple. La travail de feinte, on l'a vu contre Volkov, par exemple, ou contre Derrick Lewis, ça a très bien marché. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il va faire dans la tête de Francis, on aura, tu sais, le gif des problèmes de maths qui arrivent devant un type et qui se dit putain, j'ai trop d'infos, je sais plus quoi gérer. Et qu'en fait, bah, il se court-circuite un peu Francis et que à un moment donné, Cyril en fait rentre dans sa tête, mais par le combat, pas par la prépa du combat, mais dans le combat. Et que parce qu'en fait, Francis n'a jamais combattu un combattant de ce type. C'est pas faux, c'est pas faux. Après, enfin, la réserve que j'ai justement, c'est, le style pied-point, en fait, le style striking. Oui, Je c'est vrai, pense non mais que c'est ça très va juste. pas l'user autant que si c'était un lutteur et bon, même si Cyril tape quand même assez fort, enfin il tape fort, mais il a pas malheureusement le knockout power pour, parce que là ce qui tout enfin, on l'a dit tout à l'heure, de toute façon on l'a évoqué, le, heu, un truc très important pour Cyril, surtout au début du combat, ça va être de tenir Francis en respect. Et ça, c'est vrai que je suis pas sûr que Cyril arrive à tenir Francis en respect, voilà, c'est ça que je crains aussi. C'est aussi ça qui me fait dire que
Puis aussi, une chose, on parle beaucoup de Fernand Lopez et de son côté stratège. Ne quand même pas sous-estimer Eric Nicksick, qui a été Bien l'année sûr. dernière coach of the year, et que ce que Lopez n'a jamais eu, en fait. Mais qu'il aura s'il gagne Cyril Oui, Francis, probablement. Mais en tout il cas, gagne. quoi qu'il en soit, même si ça reste des awards, et on sait très bien dans l'histoire des prix que qu'il y a parfois une politique, qu'il y a parfois un contexte favorable pour certains Parfois, prix. parfois. Regarde, je souligne quand même que Rafael Cordeiro l'a eu 3 fois. Ah, et un Brésilien expatrié en Californie. Il l'a eu 3 fois, il est à égalité avec Greg Jackson et Trevor Whitman. Bon, qui font partie des plus grands coachs de tous les temps, de toute façon, en MMA. Mais peut-être que c'est mon côté chauvinisme qui prouve ça. Et encore une fois, c'est pas du tout pour faire de la lèche au MMA Factory. Mais malgré tout, Fernand Lopez se distingue parmi les meilleurs coachs Ah oui, c'est un à excellent travers coach. la planète. Je dis Quand pas, tu il vois est la progression de Nassourdine, Imavov, par exemple, c'est spectaculaire, quoi. Et de Cyril aussi. Même si Cyril, il y a beaucoup d'innés, etc., les game plans sont toujours aux petits oignons. Et moi, en fait, c'est surtout par le prisme de Nassourdine Imavov que je vois que Fernand Lopez, c'est quand même une pointure, quoi. ah non, non, je dis pas, justement, c'est un très, très bon coach, et surtout très bon stratège. Mais là, ce que je soulignais, c'est qu'il faut pas sous-estimer Eric Bien sûr. Nicksick. Bien sûr, bien sûr. Moi, je voulais dire un truc, mais je l'ai oublié aussi. Lionel, qu'est-ce que tu penses de mon prono? Au final, on est d'accord sur le gagnant, mais pas forcément sur le scénar. Donc, Ouais, non, non, mais c'est exactement. Non, non, c'est envisageable aussi. Mais encore une fois, sans vouloir se défausser, mais tout est envisageable. Là, les 3 pronos qu'on vient de dire, honnêtement, s'il y en a un des 3 qui se réalise, ce ne sera pas immense surprise. Les 2 autres ne seront pas désappointés ou dépités. Donc, et c'est ce qui rend le combat, c'est ce qui rend le combat intéressant, tout simplement. d'ailleurs, je Ouais, serais pas déçu. Je serais pas déçu si c'est l'un ou l'autre qui gagne. Je serais juste déçu si ça dure moins d'un round. Je serais dégoûté en fait, parce que moi perso, ça fait 6 semaines que je réfléchis quasiment tous les jours au combat, et de me dire que j'aurais eu que 5 minutes dans ma vie pour en profiter ou pour avoir des choses à décrypter et à analyser, ce serait frustrant. Écoute, imagine que je faisais partie des gens qui étaient intrigués, j'imagine à juste raison, par le Masvidal Astren. Et que pendant des semaines, je me demandais, arrivera-t-il à échapper à la lutte de Astren? Bon, donc écoute, c'est Il possible. s'avère qu'Askren a tenté de faire de la lutte, le problème c'est qu'il a pris la foudre entre temps, donc après. c'est même pas la foudre, il a pris, c'était en direct de Zeus, là, il s'en est jamais remis. D'ailleurs, Masvidal, on se demande, il a de la barbe et il a des cheveux longs, après, est-ce que c'est un dieu? Je ne sais pas, mais. Non mais arrête, je sais pas pourquoi je t'ai lancé là-dessus, je sais pas ce qui m'a pris. Regardez. Ah bah là, faut pas me lancer, hein. Pas me lancer. Mais voilà, après c'est vrai que je pense qu'on peut être tous les trois d'accord pour dire que ça soit Francis ou que ça soit Cyril, on va pas faire du patriotisme à deux francs, c'est juste qu'on apprécie beaucoup les deux combattants et que le meilleur gagne en fait, quoi. Clairement. Clairement, c'est que le meilleur gagne et que ensuite il fasse un champion exemplaire, voilà. Ouais, c'est ça. Et en plus, ce que je me dis, c'est qu'en fonction du. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que si Cyril gagne en faisant masterclass, j'ai bien peur qu'on ait le champion sur les 5-6 prochaines années à l'UFC, hein. Après, Ouais. il lui reste quand même une case à valider à Cyril. On ne l'a jamais vu face à un lutteur. À voir si on lui met Miocic ou Curtis Blade, comment il gère une lutte très bonne en face. Le problème, c'est que Blade, il n'arrive pas à passer le cut du numéro 2 de la KT, donc pour avoir un title shot, ça va être compliqué. Alors moi je suis tout à fait d'accord et je faisais partie des gens, je l'ai dit tout à l'heure, qui auraient aimé le voir face à un lutteur avant qu'il prenne un title shot. Mais en fait, que ce soit Miocic ou Blades, aujourd'hui, je les trouve pas au niveau de Gane, Ah tout ouais. simplement. Miocic, il est rincé, Blades, il a touché son plafond de verre plusieurs fois. Effectivement, pour rejoindre ce que tu dis, actuellement, il n'y a pas dans les lourds, même les prospects à venir, de lutteurs qui seraient en mesure de le contrer. Et effectivement, et moi, j'aimerais bien, en plus de tout, parce qu'en plus je le trouve sympa, j'aime bien le perso, mais que Moi, j'adore aussi. si jamais Cyril, Cyril il gagne, il ferait entrer Cyril, le j'ai poids trop envie lourd. qu'on l'interviewe un jour. En fait, on aurait dû se débrouiller pour l'avoir avant, mais Moi, je lui ai place parlé facile, hein. une fois, Et, mais en plus, j'avais eu un très bon rapport avec lui, mais c'était Ouais. juste une fois. Voilà. mais si tu veux, moi j'aimerais bien qu'il gagne aussi, parce que si Ngannou, bon déjà le fait qu'il soit champion, mais Ngannou, c'est une figure, c'est un style
on le connaît quelque part. C'est un phénomène athlétique, un phénomène puncher. Mais Gane, c'est vraiment un combattant 2 voire 3.0. Il amène autre chose. C'est un nouveau modèle. Voilà. Donc, En basket, on appelle ça un talent générationnel. absolument. Ouais, le terme est bien choisi. À la LeBron James, à la plus récemment Kate Cunningham, voilà. C'est vrai quoi, niveau striking, il a un striking qui est, pour le MMA, qui est révolutionnaire en poids lourd. C'est-à-dire qu'il a une distance qui est karatéka, un peu boxe américaine, avec un clinch. Mais il y a pas mal de karaté dans sa posture. Moi, j'ai toujours pensé aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Il a un physique. Il a un physique de poids lourd, c'est un molosse, mais il bouge comme un poids moyen. Après, par contre, il a quelques progrès à faire en lutte et au sol, bon, ce qui est normal, hein. De toute façon, c'est un transfuge de la boxe thaï. Mais ouais, parce que. Mais après, Francis, quand même, s'il gagne, je serais content. C'est pourquoi? C'est pour la condition des combattants de l'UFC. Il lui reste comme on l'a dit, il lui reste un combat sur son contrat. Il gagne. Ce sera une toute première dans l'histoire. Il sera en position de force. Un combattant sera en position de force par rapport à l'UFC pour renégocier peut-être même le contrat de l'ensemble des athlètes. Ouais, complètement. On est au carrefour de toute façon, avec ce combat, on est au carrefour de quelque chose. Et ensuite, et je me permets de faire après une petite preview pour le futur. Je ne sais pas s'il y aura une revanche ensuite, si c'est signé ou quoi. Je ne sais pas, vu que il reste plus de combat à Francis. Mais j'aimerais bien, quel que soit le vainqueur, j'ai envie de le voir contre John Jones ensuite. Je lâche le micro. J'aurais aimé avant, mais pour moi, sa montée me semble imaginaire aujourd'hui. Ouais, j'y crois de moins en moins aussi, malheureusement. Ouais. J'y croirais le jour où je le verrai rentrer dans l'octogone. Même s'il y a la pesée, j'aurais toujours une réserve. Voilà. C'est vrai. C'est le passif qui nous fait penser ça aussi. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait quasiment 1h20 qu'on est sur la preview, donc je pense que voilà, on a largement décrypté et analysé ce combat à venir. N'hésitez pas à nous donner vos avis aussi, votre pronostic, qui selon vous va gagner et selon quel scénario aussi. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est quelle est votre grille de lecture par rapport à ce combat. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On ne cesse de le répéter, mais vraiment merci. On est passé numéro 1 au CCS dans les podcasts les plus écoutés, ça nous fait très plaisir. Shout out comme d'habitude à Samir et Omar du podcast Octogone. Shout out aussi à Alexandre Herbinet qui fait toujours d'excellents articles et d'excellentes interviews sur RMC Sport. Shout out à MMA, Culture MMA, MMA Rage, MMA Arena aussi qui nous ont follow cet après-midi. MMA Empire évidemment avec qui on avait fait un podcast. Voilà, La Bagarre aussi. Enfin bref, à tout le monde en fait. À tout le monde. À tout le monde, exactement. En espérant qu'on a la possibilité de tous se voir un jour au terme lorsque l'UFC par exemple sera à Paris, ce serait génial qu'on puisse tous se voir là-bas. En tout cas, j'ai eu un plaisir immense de faire cette preview avec vous. Enfin, j'ai pu discuter plus d'1 heure de Ngannou Gane sans larguer la personne avec qui je suis, donc ça fait plaisir. Et puis voilà quoi. Donc merci en tout cas messieurs pour la qualité de vos échanges et puis on se retrouve très vite pour la preview de l'UFC 270, même si là ce sera un petit peu moins, voire beaucoup moins enivrant. Et puis pour le débrief, puisque ça vous le savez très bien qu'on va débriefer tout ça avec là aussi je pense le plus d'analyse possible. Un dernier mot messieurs avant de se laisser peut-être. Bon je souhaite bonne fin de semaine et puis on se revoit pour la preview. Pour le débrief plutôt, ouais. Pour le débrief. Et comme dirait Michel Drucker, vivement dimanche, n'est-ce pas Lionel? Ouais, moi je pense que le MMA Twitter français va devenir, les 2-3 jours précédant le combat, enfin même la semaine qui vient et les quelques jours après le combat, ils vont devenir fous. Tout le monde va devenir fou. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un space le vendredi. Absolument. C'est ce qu'on va essayer de faire. D'ailleurs, je crois que je suis en repos, ce qui serait une merveilleuse nouvelle par rapport à la perspective. Et c'est validé, je suis en repos. Donc, space sur Twitter vendredi, c'est parfait. La bise, messieurs, et puis à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Bye.